VPLP, au départ, c'est un simple sigle, celui de Van Peteghem Loriot-Prévost, rassemblant les patronymes des deux fondateurs qui lancent leur cabinet, pas encore trentenaire, en 1983. 4 décennies plus tard, c'est l'une des plus grosses agences d'architecture navale, forte de 40 salariés, architectes, ingénieurs, designers. Née de la compétition, où elle a remporté toutes les courses, ou presque, l'agence s'est diversifiée dès le début dans la croisière, puis dans le maritime, jusqu'à concevoir un roulier de 120 mètres de long doté d'ailes rigides, canopé, lancé en 2023. En 40 ans, ces 3 pôles d'activité ont produit plus de 200 plans, soit plus de 7000 bateaux dessinés par VPLP, qui naviguent partout dans le monde. Dans ce podcast, en 6 épisodes, lancé à l'occasion de son 40e anniversaire, nous retraçons les grandes étapes de la saga VPLP, en compagnie de ceux qui la vivent aujourd'hui. Depuis la passion du multicoque des débuts, qui imprègne toujours l'équipe, jusqu'aux innovations dans la propulsion décarbonée, désormais marque de fabrique de l'agence. Bienvenue à bord de VPLP Design, 40 ans d'architecture navale, un podcast de VPLP produit par Tip & Shaft Studio. Pour ce 5e épisode de VPLP 40 ans d'architecture navale, la saga du cabinet d'architecture VPLP, on retrouve des habitués désormais. À ma droite, Mathias Morios, qui est architecte naval en charge du pôle Plaisance. Salut Mathias. Bonjour Pierre-Yves. Et à ma gauche, Quentin Lucet, lui aussi architecte naval, en charge, co-responsable du pôle course, qui a déjà passé dans des épisodes précédents. Ils connaissent la maison. Alors, le thème de ce 5e épisode, c'est les grands yachts, les super yachts, le custom, le bateau fait sur mesure pour des clients souvent fortunés et qui viennent vous chercher et vous proposer ou vous demander un projet. Comme vous le savez, on commence toujours avec une petite date pour accrocher dans notre longue saga de 4 décennies. Et là, c'est l'année 2011 et l'arrivée et la production d'un projet extrêmement important qui s'appelle Hémisphère. Mathias, comment un projet comme Hémisphère, qui est un gigantesque catamaran, tu vas nous en parler, comment un projet comme celui-là arrive sur la table à dessin de VPLP? La dernière fois, dans l'épisode précédent, Simon Vatin nous avait raconté que Russell Coutts avait juste passé un coup de fil à Paris pour dire je voudrais faire un bateau pour la Coupe d'Amérique avec vous. Est-ce que ça marche comme ça? C'est un riche client qui appelle et qui dit je voudrais vous proposer un truc incroyable? Écoute, c'est un peu ça en fait. C'est également un coup de fil, pas du propriétaire lui-même en direct lui-même, mais de son représentant, d'un capitaine, qui souhaite organiser un concours pour la conception d'un grand catamaran de 130 pieds au départ. Alors, on avait déjà fait 12 France, un cata de 138 pieds et qui avait été mis à l'eau en 98, mais qui lui était une extrapolation d'un catamaran de plaisance de l'époque. Voilà. Avec Hémisphère, c'est autre chose. Donc ce concours est organisé, on le gagne évidemment puisque sinon on n'en parlerait pas maintenant. Le bateau fait 130 pieds au départ et il va, à la suite d'une modification du cahier des charges pour lequel le client souhaite cacher une annexe de 28 pieds dans le bateau passe de 130 à 145 pieds. En cours de route. C'est-à-dire qu'il arrive, vous avez commencé à travailler sur le bateau, il vous dit finalement on va le rallonger un petit peu quoi. Oui, alors ça reste quand même en phase avant-projet. On n'avait quand même pas commencé à découper de la tôle, comme on dit. Mais c'est effectivement, ça reste une très très grosse modification. Donc on redessine le bateau autour de cette annexe finalement quelque part pour la petite anecdote l'idée qu'on a c'est de venir la cacher dans un garage à l'intérieur de la nacelle avec des portes qui s'ouvrent comme un bombardier américain. Ah oui. Et donc le bateau passe à 145 pieds. Avec Hémisphère, là je crois qu'on rentre vraiment dans le monde du super yacht. Dans le sens où, ne serait-ce que par sa taille, c'est le plus grand catamaran à voile de plaisance du monde jusqu'à très récemment. Il vient juste d'être dépassé. Il vient juste d'être dépassé effectivement l'année dernière. Voilà. Et donc de par sa taille et le niveau de finition et le chantier avec lequel on va travailler, à savoir Pen de Nice, qui est un chantier de réputation dans le monde du super yacht. Et là, ça veut dire qu'en termes de travail pour vous, de mise en œuvre, c'est des nouveaux outils, c'est des nouvelles façons de travailler, parce que vous maîtrisez bien
on est au début des années 2010, vous maîtrisez bien toute la partie plaisance, vous maîtrisez parfaitement toute la partie course. Mais là, quand on rentre dans cet univers du super yacht, c'est un autre monde, un autre fonctionnement. C'est très différent de ce que vous faites. Oui, dans le sens où, encore une fois, on travaille avec ces grands chantiers ou ce grand chantier qui ont des bureaux d'études assez puissants. Et donc, ça demande énormément de gestion de projet parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs. Il y a le chantier, le BU du chantier, énormément de systèmes. C'est des bateaux très compliqués. Il y a un architecte d'intérieur, décorateur d'intérieur. Donc, il y a énormément de liaisons, de communication, de gestion, d'une part. Et d'autre part, on va très, très loin dans la définition des détails. C'est-à-dire, je prends par exemple tout ce qui est bastingage, les escaliers extérieurs qui mènent au flybridge. On va dessiner tout ça à la main, faire des propositions aux clients, le mettre en forme en 3D, choisir les matériaux, échanger avec le chantier. Est-ce que c'est construisible? Est-ce que ça ne l'est pas? Comment on va le construire? Oui, mais le client veut comme ci, comme ça. Voilà. Donc effectivement, on est vraiment dans le monde du super yacht. On quitte un petit peu notre zone de confort finalement, de la plaisance industrielle. Et c'est quel type de clientèle? On imagine que c'est des gens assez exigeants. Tout à l'heure, on en parlait un petit peu. Tu me disais, le parallèle qu'on pourrait faire, c'est le monde de la haute couture. Donc, comme les clientes de la haute couture sont des clientes extrêmement exigeantes, les clients de ce monde-là, du custom, ils doivent être toujours derrière ton épaule. Bien sûr. Effectivement, là, on quitte le monde du prêt-à-porter. Et on se retrouve dans le monde de la haute couture. Donc effectivement, c'est des bateaux qui coûtent très cher. Ce sont des clients fortunés et qui sont extrêmement exigeants à tous les niveaux. Donc il faut être à l'écoute et répondre au mieux à leurs desiderata, à leurs demandes. Et côté cabinet, ça veut dire ça réclame beaucoup de ressources? Alors c'est par phase, un petit peu comme sur tous les projets, j'ai envie de dire. Effectivement, travailler sur le devis de masse d'un bateau de 145 pieds, il y a quand même un certain nombre de lignes. Et voilà, en termes de modélisation également, il y a plusieurs itérations. Et, oui, ça demande un projet comme ça, c'est peut-être 4 personnes au moins, ouais. Oui. Mais pas pendant toute la durée de la conception. Et ce qui change également, c'est la temporalité de projet, parce que finalement, c'est des projets qui courent sur beaucoup plus de temps que ce qu'on a l'habitude de faire dans d'autres types de projets, quoi. En effet. C'est pratiquement, pas tout à fait, mais pratiquement du simple au double entre le développement d'un projet plaisance qui est à peu près sur 2 ans, ça dépend des chantiers, et un projet tel qu'un hémisphère qui est plutôt sur 3-4 ans, quoi. Ouais. D'où ma question sur les ressources, effectivement. Ouais. Et surtout, parce qu'il y aura d'autres projets comme hémisphère, vous allez recueillir plusieurs projets de super yacht. C'est des projets qui à chaque fois sont uniques. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de mettre les mêmes marges du flybridge sur d'autres, quoi. Oui. C'est vraiment sur mesure à chaque fois, quoi. C'est du sur mesure, encore une fois, de la haute couture, et donc chaque projet est spécifique, répond précisément aux clients qu'on a en face de nous. À tous les niveaux, en termes d'architecture, de style, tout ça émanant de son cahier des charges, la manière dont il va vivre le bateau, pourquoi il fait ce bateau. Par exemple, en ce qui concerne 12 France, le propriétaire est un fanat de plongée sous-marine. Et donc, c'est un peu une base, une plateforme, effectivement, pour se balader autour du monde. Et découvrir les plus beaux spots de plongée du monde. Donc il y a toute une zone du bateau qui est dédiée à la plongée à l'arrière, par exemple. Ce qui sera pas le cas en 2012. On met à l'eau Mousetrap, qui est donc là un autre catamaran de 110 pieds, donc un petit peu plus petit, mais
qui reste quand même un super yacht de plus de 33 mètres, qui est en carbone, entièrement en carbone, et qui est toujours actuellement d'ailleurs le plus grand catamaran à voile de plaisance de croisière en carbone. Parce qu'Hémisphère est en alu, c'est ça? Hémisphère est en aluminium, toute la plateforme est en aluminium, sauf le mât et la baume et les poutres avant qui sont en carbone. Quentin, toi qui travailles sur tous les projets courses, est-ce que on imagine, je me dis ça sur le papier, que c'est un monde qui doit faire appel justement aux ressources et à l'expertise que vous avez dans le monde de la course, parce que sans tomber dans le cliché, on voit quand même beaucoup de très beaux bateaux de propriétaires sur les circuits maxi, sur les courses type maxi Haute Rolex Cup ou je sais pas, les voiles de Saint-Tropez, et il y a beaucoup de bateaux qui sont des bateaux de propriétaires qui sont aussi des bateaux de course. Donc c'est quoi l'apport de la division course de VPLP sur le sujet? C'est vrai que ce qui est intéressant chez VPLP, c'est qu'on a effectivement tous ces domaines dans lesquels on avance en parallèle, et on essaye le plus possible de faire des passerelles. Et clairement, on va dire que toute l'expérience de la course au large qu'on a l'occasion de développer grâce à des moyens de R&D, grâce à des budgets qui sont mis en place pour être au top du sport concrètement, permettent de faire des transferts de compétences et de technologies en amenant des notions telles que des évolutions sur les plans de voilure, d'amener des foils, d'amener ces notions aussi de légèreté. Et donc pour y arriver, ça veut dire d'avoir un raffinement au niveau de la structure, pour justement envisager des structures en composite, en carbone, en nid d'abeille, d'intégrer finalement des choses qu'on a l'opportunité de développer dans le cadre des projets courses, quoi. Les clients, cet univers de clients-là, ils veulent de la performance. Enfin, on imagine, peut-être que je suis dans le cliché aussi, mais on imagine qu'ils vont réclamer de la performance, qu'elle soit en termes de vitesse, de la performance sportive ou de la performance architecturale. En fait, ils veulent aussi, j'imagine, des projets et des produits qui ne sont pas communs. C'est sûr que cette notion de performance, elle est très excitante. Enfin, clairement, quand on discute avec les propriétaires, ils voient ce qui est développé principalement en Bretagne, avec les Ultimes, avec les IMOCA, etc. Ils ont les yeux en grand ouverts. Quand on en parle, c'est vraiment waouh, non, le record des 24 heures battues encore, etc. Ils viennent vous chercher pour ça, en fait. C'est pour ça qu'ils viennent vous voir. C'est parce qu'il y a cette aura course derrière. Mais c'est ça. Enfin, je pense que c'est vraiment cette notion. C'est incroyable. Vous avez encore fait quelque chose qui n'existe pas, qui sort des lignes, qui fait envie en fait, et c'est sûr que voilà, j'ai eu l'opportunité d'aller dans le sud pour faire des courses en Méditerranée. On sentait que clairement, ils sont au courant de ce qui se passe en fait sur toutes les courses, le Vendée Globe qui est en train de se courir en ce moment, ou sur les Ultimes, etc. Et il y a vraiment un côté envieux, ou en tout cas comment peut-on faire pour toucher cet univers-là et envisager le transfert pour être dans une certaine mesure au contact de ce qui se passe là-haut, quoi. Et clairement, excuse-moi. Oui, clairement cette clientèle, là, j'en reviens au grand kata super yacht ou yacht, viennent nous voir. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que VPLP, c'est un gage de performance en multicoque, bien entendu, et ils viennent nous voir pour ça, et ils veulent la performance et le confort d'un bateau de croisière. Voilà. C'est sûr que si vous leur proposez un IMOCA d'aujourd'hui pour aller faire de la croisière, ça va. Je pense que leur ferme dirait non. Voilà. Et si madame dit non, il n'y aura pas de projet. Est-ce qu'un bateau comme Comanche, alors nous on dit Comanche en France, mais c'est Comanche. C'est des clients anglo-saxons. Typiquement, c'est un projet qui arrive. Alors je sais pas si c'est de la course croisière ou même c'est que de la course. Je sais pas s'il y a beaucoup de croisière. C'est de la course, mais pour le coup c'est un yacht custom qui ne ressemble à aucun autre. Mais là, il y a une filiation extrêmement directe avec ce que vous faites à ce moment-là sur les IMOCA. Là, je pense qu'on peut considérer ça. En effet, c'est pas sur le circuit qu'on a l'habitude de voir en Bretagne ou au Speed West France, mais c'est plutôt la Sydney Hobart, etc. Bien sûr, c'est un bateau course. Il y a pas du tout d'aménagement. Voilà. Et juste pour rappeler, hein, c'est un monocoque de 100 pieds de long avec une quille pivotante. Et qui a dans l'ADN des IMOCA, mais en beaucoup plus gros, quoi. C'est ça. En fait, et 100 fois à l'époque, parce que c'est 2013, je crois. Ouais, c'est ça. En fait, c'était après la victoire de François Gabard sur le Vendée Globe 2012. En fait, en gros,
C'est Ken Reed, donc le président de Norse, qui a passé un petit coup de fil au bureau pour dire ah bah tiens, est-ce que vous êtes disponible dans 2 jours pour j'ai un client qui serait intéressé, il faut qu'on trouve le moyen de gagner la Sydney Hobart. Le cahier des charges, c'est de faire le rating le plus élevé possible, donc pour les courses à handicap, c'est-à-dire en gros pas de limite, lâchez-vous les architectes, ce qu'on veut c'est gagner quoi. Donc ça c'est un peu le genre de cahier des charges qui fait un peu rêver, enfin je pense que tout architecte, donc pas de limite pour faire le bateau le plus performant, et ce qu'il faut juste c'est qu'il fasse pas plus de 100 pieds quoi. Pourquoi il devait faire 100 pieds maximum, pardon? Bah ça c'est une contrainte de course pour la Sydney Hobart. Les bateaux ne peuvent pas être des multicoques et ne peuvent pas faire plus de 100 pieds. Donc cahier des charges simple et limpide. Et là pour le coup, c'est tout votre savoir-faire et toute l'expérience que vous avez en course, mais appliquée à une jauge qui n'est pas une, en fait, en tout cas un projet qui n'a pas de contrainte de jauge, quoi. Exactement. Donc ça, c'était vraiment le transfert de technologie pure et dure de toute l'ADN un peu de la classe IMOCA de l'époque pour faire un bateau qui allait en gros claquer toutes les courses autour du monde dans le milieu anglo-saxon, quoi. Qu'est-ce que vous apprenez sur Comanche ou Comanche? Les autres maxi yachts qu'on peut voir sur ces circuits-là, ils sont beaucoup plus grands, ils sont beaucoup plus lourds, ils sont beaucoup moins larges, si je me trompe pas. Le Comanche, quand il arrive, il change pas mal la donne. Mais est-ce que vous en avez tiré des enseignements sur la manière de faire peut-être des grands yachts monocoques pour après? Alors, ce qui était intéressant déjà, c'est qu'il y a eu une petite confrontation en arrivant dans ce milieu anglo-saxon, où ces bateaux-là, c'était des bateaux, comme on dit, press button, où il a fallu, discuter avec eux pour mettre en place les moulins à café pour pour tourner les winches, quoi, par exemple. Donc, on va dire que eux, ils étaient plutôt habitués à ce que on appuie sur un bouton pour border, quoi, concrètement. Donc, c'était assez intéressant parce que ça a permis. Je pense qu'on est encore passé pour des Français un peu fous à ce moment-là. Mais non, vous inquiétez pas, les gars, on va vous mettre 4 colonnes, ça va très bien se passer. Vous allez être à 8 en train de mouliner en même temps. Vous allez voir, ça marche, quoi. Donc ça, c'est vrai que ça a été assez intéressant d'amener un peu une nouvelle notion pour gérer ces bateaux de 100 pieds qui sont très puissants, qu'on aime à démesurer. Et je pense que la petite touche qu'on a pu amener aussi issue de la course, c'était effectivement de faire un bateau plus puissant, plus large, avec aussi, comme on le faisait comme on le fait hein, toujours d'ailleurs en IMOCA, une quille qui génère de la portance et donc qui sustente le bateau au portant, qui étaient pas forcément des choses qui existaient jusqu'à la mise à l'eau de Comanche dans la flotte existante. Du coup, c'était aussi un bateau beaucoup plus léger, je crois, hein, par rapport aux autres maxi de l'époque. C'était la même logique qui préside à vos projets architecturaux en monocoque, c'était de faire léger, quoi. Hein. C'est ça. On était vraiment dans la philosophie un peu qui est un peu l'ADN de ce qu'on a dans la course, de faire puissant. Donc on était large, mais léger, et donc d'essayer de faire des bateaux qui sont pas trop demandeurs en termes faut pas trop charger pour aller vite. En fait, c'était un petit peu tout le pitch finalement d'un projet de ce type-là. Dans la gamme des projets que vous avez, et qui sont encore des projets aujourd'hui, il y a des nouveaux bateaux qui sortent, il y a les gunboats. Là aussi, on est alors, je sais pas si c'est du super yacht ou du yacht à l'unité, ou si c'est de la série très 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 limitée. Mais là, on est dans le projet custom pour des propriétaires. Oui, c'est du semi-custom, hein, j'ai envie de dire. Je sais pas ce que tu. Et la même chose, il y a un ADN course très très fort, quoi. Ah oui, clairement. Là aujourd'hui, on est vraiment à un niveau, de raffinement qu'on a dans les ultimes, par exemple pour l'aspect structure. Enfin, c'est vraiment, on met la même énergie, je pense, pour faire le dimensionnement d'un gunboat que ce qu'on fait pour un ultime. Donc c'est vraiment extrêmement fin comme approche. Et c'est sûr que tous les éléments développés dans le cadre d'un projet type gunboat, on utilise la même boîte à outils que ce qu'on utilise pour les projets courses. Aujourd'hui, pour faire une dérive, pour faire un safran à plan porteur, pour faire ce genre de choses, on est dans le même type de raffinement que ce qu'on fait dans les Formule 1 réellement des mers, quoi. D'ailleurs, on peut dire que le gunboat 80 numéro 1, c'est un gunboat.
qui au départ devait avoir quelques emménagements, mais finalement il est complètement dépouillé. C'est une machine de guerre ce bateau. C'est là avec des plans, des appendices porteurs. C'est bon, et puis c'est l'ADN de la marque aussi là, pour le coup la course, même si il y a des aménagements de croisière, c'est l'ADN de la marque. Mais là vous les avez. C'est de la croisière très rapide, très performant. Ouais, c'est ça. Très performant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment très performant. Ça a toujours été le cas, je pense, avec cette marque Gunboat, voilà, il y avait pour certaines courses, ils enlevaient de l'aménagement intérieur pour régater, mais ils avaient la possibilité de le remettre avant qu'on intervienne avec Grand Large Yachting. Et aujourd'hui, cette plateforme, aujourd'hui, que ce soit le 80 pieds ou le 68, c'est ce qu'on peut voir sur le 80 pieds, c'est que si un propriétaire souhaite juste régater avec, il a la capacité de le faire, il a une machine de guerre, il n'y a pas de doute. En revanche, quelqu'un qui veut faire de la croisière extrêmement rapide, c'est ce qui se passe avec le numéro 2 du 80 pieds. Il a un bateau qui reste extrêmement performant, mais il a la capacité voilà, de s'en servir pour en famille, quoi. Oui, la plupart des gunboats, effectivement, un double cahier des charges quelque part. Hein. Ce sont des gens qui font de la croisière en famille, rapide, bien entendu, performante, et des régates autour des bouées, quoi, que tu vois souvent en Méditerranée d'ailleurs, je crois. Et alors, c'est quoi parce que c'est des projets assez rares quand même. Hein. Ça se vend pas comme les lagoons ou comme les autres mers. Donc, c'est quoi les projets qui y a un petit peu encore dans vos cartons? Vous pouvez nous en parler un petit peu parce qu'on voit souvent, vous êtes super fort pour vous sortir des très très belles images de bateaux, mais qui sont même pas des protos, qui sont des boats concept, quoi. Comme il y a des concept cars, ça c'est plutôt des concept boats. Et du coup, ça c'est du yacht à l'unité. C'est quoi les projets qui sont en cours, qui mitonnent, si vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Je crois qu'on peut. Actuellement, on a quelques projets en cours de développement. Alors, il y en a certains qui sont axés performance, justement, et qui sont des bateaux pour des voileux, comme on dit. Donc, on a un trimaran de 100 pieds, très performant, mais qui reste également un bateau de croisière familiale, mais voilà, c'est un peu à l'instar des gunboats, hein, mais là on est vraiment dans le one-off, hein, dans le custom. Trimaran de 100 pieds et croisière familiale, pour moi ça va pas ça va pas forcément ensemble, mais voilà, c'est des familles particulières. C'est une histoire de référentiel, j'imagine. Ouais. D'ailleurs, ancien propriétaire de gunboat. Ouais. Ah, ça c'est bon, ça c'est un client que tu fais monter progressivement. Voilà. Ça c'est incroyable des projets comme ça, parce que vous aviez fait que des catamarans en termes de one-off, comme on dit. Trimaran, c'est pas forcément effectivement le projet naturel. En trimaran, ouais, non, c'est le premier. Et ça, il est mis à l'eau quand? Longue gestation. On commence. Là, on vient de commencer. Ah, ok. Très bien. Quelques années. Oui, c'est un projet sur 2 ans et demi, je dirais, un truc comme ça, quelque chose comme ça. C'est pas les mêmes rythmes, l'ordre de grandeur. Et puis on travaille également sur un monocoque de 120 pieds, course croisière. Donc je dirais plus croisière, mais performant. Monocoque, bateau très large, encore une fois. Et puis également, on parlait de Comanche tout à l'heure, qui a été un peu le transfert de technologie des IMOCA de la génération 2012. Finalement, aujourd'hui, en 2024, quand on regarde la flotte IMOCA, on se rend compte que comment dire, l'innovation technologique, elle ne se situe plus au niveau de la largeur et de la sustentation générée par la coque. Je pense qu'il y a des types et des shafts, n'est-ce pas? Et donc clairement, aujourd'hui, en allant en Méditerranée, ça donne envie de mettre des foils, en fait. Enfin, je pense que la question ça paraît assez évident finalement d'envisager un transfert de technologie de tout ce qu'on a pu développer depuis maintenant pratiquement 10 ans sur les monocoques de course, et de voir dans quelle mesure on est capable d'envisager ça dans le yachting. Donc là on est au début, je pense, d'un moment assez charnière où finalement la masse du bateau, en fait, on arrive à la réduire grâce à la sustentation que génèrent les foils. Je pense qu'il s'agit pas d'imaginer faire un bateau complètement volant, parce que je pense que c'est trop un changement de paradigme, et je crois pas qu'on ait envie dans le yachting de faire du bateau avec un casque.
Enfin, j'en suis pas convaincu. Et on veut toujours aussi pouvoir se garer dans un port. C'est également un point à considérer. La prise de Pandy à Antibes avec des foils, ça doit pas être évident. C'est ça. Donc voilà, on va dire qu'il y a quelques paramètres, je pense, à intégrer à cette évolution-là. Mais on va dire qu'aujourd'hui, on reste dans cette vision de faire léger, de la puissance, mais de la puissance qui est générée pas que par la coque, mais également par les foils. Et là, on arrive à faire des choses qui sont quand même assez incroyables et qui vont permettre, je pense, voilà, en termes même de sensations et d'usage, voilà, comme le jour où sur une machine quelle qu'elle soit, on découvre qu'il y a un bouton turbo et hop, tiens, on gagne. Cette clientèle-là, vous la réclamez déjà? Vous avez dit, j'aimerais bien des foils sur mon bateau? Oui, alors ça, c'est des choses effectivement. Oui, bien sûr, parce que concrètement, les foils, tout le monde les voit depuis 10 ans. Je pense qu'on s'est passé par un stade. Ils sont vraiment fous, ces gens. Après ça, je pense qu'il y a des choses qui la raison aussi et la sagesse, c'est de se rendre compte que finalement on peut mettre des foils sans être extrême. J'ai l'impression qu'il y a une démocratisation assez générale. Aujourd'hui, tout le monde fait du wing foil, tout le monde fait de la planche à foil, etc. Donc ça existe en fait, partout où on va, ça existe. Donc pourquoi est-ce qu'on n'y arriverait pas dans le cadre de projets yachting, quoi. Dernière petite question sur le sujet, c'est des projets intéressants économiquement du point de vue économique pour l'agence, les projets custom comme ça, qui sont très longs, qui réclament pas mal de ressources et d'être adaptables avec cette clientèle particulière? C'est des projets où on passe énormément d'heures, en fait. Je pense que par rapport à un projet course, type IMOCA, type Ultime, je pense qu'on va passer 2 fois à 3 fois le nombre d'heures. Mathias tout à l'heure. Voilà. Ouais. La temporalité est énorme, on met énormément de ressources. Aujourd'hui, ça veut dire que une équipe sur un bateau de ce type-là qui intégrerait des foils, par exemple, il faut imaginer, on aura 7-8 personnes qui vont être pas forcément tout le temps à plein temps, mais qui vont être présents sur le projet pendant une période de 1 an et demi, 2 ans. Donc forcément. Donc ça pèse lourd dans l'économie de l'entreprise. C'est clair. Pardon, excuse-moi, mais un projet pour avoir un ordre de grandeur, un projet comme Hémisphère, ça représente à peu près 10 000 heures. Hey. Chez nous. Il y a un projet IMOCA, c'est combien? Et un projet IMOCA, je pense qu'on a commencé il y a 20 ans, je vais faire mon vieux coton, on passait 4000 heures et là aujourd'hui on en passe 8000, quoi. Ouais. Donc c'est plus gros qu'un IMOCA, quoi. Voilà, et un projet croisière entre guillemets industriel, prêt à porter, on va dire, pour utiliser les termes de tout à l'heure, c'est à peu près 5000 heures, donc la moitié, quoi. Ouais, plus ou moins. On voit ce que ça pèse, quoi. Ok. À la même époque, je reviens à ma petite accroche chronologique de 2011 et d'Hémisphère. C'est pas forcément lié, mais à la même époque, dans l'histoire de VPLP, il y a l'arrivée du premier designer avec qui vous allez collaborer, qui est Patrick Lequément. Je fais une petite insiste parce que c'est aussi un moment assez important et aujourd'hui il y a un vrai pôle de designers au sein de VPLP, ils sont juste là de l'autre côté de la vitre. Comment l'arrivée d'un designer comme Lequément qui arrive de chez Renault, qui a une aura très très forte, comment un personnage comme ça arrive dans une petite boutique comme la vôtre qui est assez éloignée sur le papier, en tout cas qui est assez éloignée de l'industrie de l'automobile? Mathias. Oui, Patrick, en fait, on le rencontre vers 2010 à peu près, autour du développement de l'Outremer 5X. Patrick sera donc responsable du design extérieur de ce bateau. Et alors, à ce moment-là, nous, les architectes, en fait, on fait un peu de tout. On fait de l'architecture navale, bien sûr. On fait un peu de structure avec des calculs de coins de table. On fait du design, on fait du modelage numérique. Et en fait, tous ces pôles de compétences ça devient des pôles de compétences justement, et demande des spécialistes, donc des ingénieurs structure, des ingénieurs performance, et le style devient important, et donc l'arrivée des designers. Je reboucle, pardon, je te coupe. On reboucle avec l'épisode précédent, où le grand projet Code de l'América, sur lequel vous travaillez entre 2008 et 2010.
vous oblige effectivement à changer les méthodes de travail et à spécialiser toute la boucle architecturale. Et c'est le cœur de l'épisode précédent. Je vous invite à le réécouter. Il se passe la même chose. Et au même titre, exactement. Côté du design. Exactement. Et donc depuis, on travaille en collaboration avec Patrick à peu près sur tous les projets. Alors, il s'avère que avec l'arrivée de Patrick, on a commencé à développer ce pôle de compétences design. Et aujourd'hui, il y a 3 designers, 2 modeleurs numériques, voire même 3 actuellement d'ailleurs. Et donc c'est vraiment un pôle à part entière qui intervient d'ailleurs sur tous les en transversal, sur tous les projets, avec une plus ou moins forte influence. C'est ça, mais donc bien entendu la plaisance, mais également la course. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est plutôt arrivé finalement cette compétence de design côté yachting, mais finalement dans le domaine de la course, je pense qu'il y a eu un peu, je vais pas dire une prise de conscience, mais on va dire on s'est dit mais ces petits gars là, ils apportent des choses hyper intéressantes en fait concrètement par rapport à ce que disait Mathias avant, la notion de design qui était sur les épaules de l'architecte et finalement la gestion des formes, la gestion des lignes, etc. Et c'est quelque chose qui est arrivé très naturellement en fait dans la course et c'est intéressant parce que on va dire que nous, architectes, on va commencer à pousser un projet, par exemple, avec des formes de coques, etc. Et l'échange, aujourd'hui, avec les designers, il paraît évident. Et ça serait... il y a un manque si jamais il n'y a pas cet échange-là qui permet... avec un retour du style, des sketchs, des petits tiens, regarde, ta minarette comme ça, qu'est-ce que tu penses d'eux en termes de proportion, est-ce qu'il faudrait mieux pas réduire cette, enfin voilà, et ça amène vraiment à un autre rendu entre ce qu'on envoie, l'intention en tout cas, ou la vision qu'on peut avoir architecturalement, et le retour qu'en effet quand on voit le projet une fois qu'il est passé dans une session de travail avec les designers, on n'est plus sur le même rendu, mais du tout. C'est d'autant plus vrai que les designers ne sont pas que des stylistes. C'est ce que j'allais dire, voilà. C'est aussi des experts de l'usage, de l'utilisation. Exactement. Et donc de l'ergonomie, et voilà. Et il y a toutes ces problématiques-là également en course. Ils vont s'attaquer bientôt au cockpit des IMOCA et des Ultimes pour que ça soit vraiment des intérieurs cosy et stylés. Je pense que ouais, dans une certaine mesure, ils interviennent déjà sur la partie extérieure en fait. Ouais, là, il y a des effectivement après le niveau ergonomique, je pense que c'est des choses où il y a énormément de travail fait plutôt dans la partie série yachting. En effet, par contre, dans la course, je pense qu'il y a d'autres contraintes finalement qui sont hyper spécifiques. Il y a des métiers sur de la partie système, etc. Et finalement, c'est plutôt des choses où il y a limite des teams qui travaillent avec des ergonomes ou qui travaillent ou qui se font leur maquette et qui ont besoin, voilà, en tout cas on n'en est pas à ce niveau d'implication là parce qu'il y a un moment aussi on peut pas tout faire, Non, bien sûr, mais ce qui est riche c'est justement quand ils sortent un petit peu de ce cadre là qu'ils n'ont pas en tête et provoquent finalement en disant tiens, et si on faisait comme ça, et alors la réponse peut être ah bah non, c'est pas possible parce que la jauge ou parce que techniquement parlant voilà, mais ça peut faire réfléchir et rebondir, et on peut du coup rebondir sur une idée et amener un autre développement. Bientôt il y aura des architectes d'intérieur pour les IMOCA et on proposera des couleurs de moquette dans le cockpit. C'est ça l'avenir. Très bien, super. Légère, forcément légère. Merci beaucoup, merci à tous les deux merci pour ce 5e épisode. Et puis on se retrouve très prochainement avec le 6e et dernier épisode. Ce sera bientôt la fin. Merci à tous les deux. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de VPLP Design 40 ans d'architecture navale. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'agence et sur ses projets, toutes les infos sont sur vplp.fr. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter et à la page LinkedIn de VPLP pour suivre son actu.